Ouah, le carnage. Pour moi, c'est l'exemple même qu'il est possible de faire un épisode aussi intense du point de vue du spectacle que des émotions et de la construction des personnages. Et en ça, Game of Thrones, c'est une vraie réussite. J'ai pu regarder cet épisode brûlant grâce à Molotov TV. Molotov TV qui est une plateforme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui vous donne accès à la télé gratuitement via une application avec des options très cool, comme OCS pour seulement 11,90 €. Par exemple, dimanche prochain, pour regarder votre épisode final, vous aurez accès à l'épisode dès 3 h du matin en direct et en VO, un vrai move de fanatique. Maintenant, place à l'after show. Alors chaque semaine, j'essaye de faire des débriefs plus ou moins mesurés, de comprendre les deux camps, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment déçus et ceux qui sont hyper emballés, comme c'est souvent le cas pour moi. Mais jamais je ne laisserai dire que cette dernière saison est entièrement ratée. Comme je l'ai lu dans un article juste avant de tourner cette vidéo, c'est pour ça que je suis un peu chaud, où il disait que l'entièreté de cette saison était ratée et que le destin des personnages était complètement incroyable et que ça n'avait aucun sens. Pour moi, c'est totalement faux. Benioff et Weiss ont certaines limites d'écriture, certes, mais la boucle est bouclée et je trouve qu'elle est magistralement bouclée. Ce 5e épisode s'intitulait Les Cloches et quand vous avez vu l'épisode comme moi, c'est un titre qui fait froid dans le dos. Ça rappelle surtout, et c'est la preuve aussi que Game of Thrones pense les choses largement en amont et qu'elle essaye de se faire répondre les saisons entre elles, ça rappelle une phrase de Varys à Tyrion en saison 2. I've always hated the bells. They ring for horror. A dead king, a city under siege. A wedding. Exactly. Clairement une prophétie morbide sur le sort des King's Landing. Mais ça rappelle aussi une deuxième phrase, tout aussi puissante et tout aussi symbolique quand on a vu ce 5e épisode, la phrase d'Olenna Tyrell à Daenerys Targaryen. You're a dragon. Be a dragon. Je crois qu'elle a clairement bien compris le message. En tout cas, l'actrice Emilia Clarke avait prédit un épisode particulièrement intense, c'est réussi. Alors une chose est sûre, on avait amplement le choix parmi les morts symboliques de cet épisode. Il y a surtout la mort de 2 personnages dont je reparlerai tout à l'heure puisque je les ai mis en MVP et je voudrais leur rendre hommage. Mais il y a une mort qui m'a sauté aux yeux très rapidement puisqu'elle est arrivée en premier, c'est la mort de Lord Varys, le maître des chuchoteurs. Les 5 premières minutes lui sont entièrement dédiées et pour cause, elles seront ses dernières. Lord Varys a toujours été un personnage très paradoxal dans le monde de Game of Thrones. On citait souvent son côté un peu sneaky, un peu fouine, un peu manipulateur. Mais c'est surtout le personnage, selon moi, qui a toujours eu le plus à cœur le royaume et sa population. Il était prêt à enfouir ses émotions personnelles, ses avis personnels pour faire preuve de pragmatisme et même s'il le fallait, faire preuve de trahison tant que ça assurait pérennité et bonne santé au royaume et à sa population. Et c'est exactement ce qu'il fait depuis 2 épisodes. On en a déjà parlé la semaine dernière, il a pris une décision, et je l'avais annoncé moi-même la semaine dernière, cette décision allait lui coûter très cher. Il a décidé de se ranger plutôt du côté de Jon Snow que de Daenerys Targaryen pour le prétendant le plus logique, peut-être le plus bon, celui qui comprendrait le mieux le royaume, ce serait Jon Snow et non pas Daenerys. On le voit donc manigancer, manipuler, écrire des mots, les passer à ces petits birds au début de l'épisode. On sait qu'il n'en a pas pour longtemps et c'est exactement ce qui se passe. Il a le sort qu'on lui avait prédit. Daenerys lui avait prédit que si jamais il le trahissait à un moment donné, eh ben, il subirait le courroux et il périrait par les flammes. C'est exactement ce qui s'est passé. Sa mort est d'ailleurs à la hauteur du personnage que j'admire beaucoup. Il est résigné, il accepte son sort, puisqu'il estime avoir fait la chose bonne pour le royaume, avoir pris la bonne décision. Donc il accepte son sort tranquillement, avec une punchline qui est quand même énorme. Il dit à tout le monde, à Jon et à Tyrion, qui sont quand même 2 belles balances à ce moment-là, ils ont choisi Daenerys, il leur dit « j'espère avoir tort, j'espère m'être trompé et donc mourir pour une mauvaise raison ». Le fait est, c'est que la suite de l'épisode lui donnera entièrement raison. Peut-être aussi qu'il y a un peu de résignation puisqu'il connaissait son destin. On a toujours eu un peu quelque chose d'énigmatique autour de Varys et des flammes et des prêtresses rouges notamment, avec cette discussion avec Kinvara qui semblait lui dire « tu connais de toute façon ton destin, tu sais comment tu vas mourir ». Donc j'ai l'impression qu'il est arrivé un peu au bout de la piste et qu'il savait lui-même qu'il allait arriver là. C'est pour ça qu'il accepte ça avec plutôt tranquillité en estimant avoir fait le bon choix. Et puis ça donne une scène quand même d'émotion avec son acolyte Tyrion, ça fait quand même des saisons entières qu'ils manigancent ensemble, qu'ils parlent de stratégie politique, ils essayent d'œuvrer pour le bien du royaume. Et cette dernière scène où ils se disent adieu en s'appelant mon pote, mon ami, c'est assez émouvant, donc ciao l'artiste. La décision importante de cet épisode est bien évidemment l'œuvre de Daenerys. Comme on s'y attendait déjà depuis longtemps, on en parlait depuis au moins le début de cette saison 8,
Elle a vrillé, elle est devenue la Mad Queen qu'on réclamait ou pas, ça dépend vraiment, il y a deux camps là-dessus aussi. Mais dès le début de ce 5e épisode, on sait que ça ne va pas passer, ça ne va pas le faire. Elle vit recluse, elle refuse de se nourrir, elle refuse de voir du monde. Et puis elle réagit comme n'importe quel dictateur dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle voit des ennemis partout au sein de son propre camp. Elle en parle même à Tyrion, elle lui dit « Jon m'a trahi, tu m'as trahi, Varys m'a trahi ». Elle a l'impression d'être entourée d'espions, d'ennemis, de gens qui ne veulent pas qu'elle accède au trône. Elle prend donc, avant même la bataille, une résolution qui glace le sang. C'est une discussion avec Jon qui est très intéressante. Elle lui dit « Toi, Jon, t'es un souverain qui est aimé à Westeros. Moi, on ne m'aime pas. Moi, j'inspire la peur. Alors, si toi, tu veux fonctionner en tant que gouvernant à travers l'amour, moi, je vais fonctionner à travers la peur. » Donc, on sait qu'elle a pris une forme de décision qu'il va falloir qu'elle se fasse respecter en inspirant la crainte aux populations et aux autres dirigeants. Et encore, il restait un espoir, ce moment où elle semble se raccrocher un peu à une dernière branche, c'est-à-dire l'amour qu'il y a entre Jon et Daenerys. Ça donne cette scène de baiser où en fait tu vois que Jon n'arrive plus, depuis qu'il a appris la nouvelle de son identité, à manifester son amour envers Daenerys. C'est pas qu'il l'aime plus, mais c'est plus du tout la même chose. Et ça contribue encore plus à créer cet esprit de Mad Queen qu'il y a en Daenerys. Alors franchement, Jon aurait pu faire un petit effort et donner un peu de son corps, ça nous aurait évité certains problèmes. Même Tyrion, son principal conseiller, celui qui a toujours joué le rôle de sa conscience, un peu le Jiminy Cricket, qui arrivait tout le temps à la calmer, à l'apaiser dans sa fureur guerrière et un peu destructrice. Là, il n'a plus aucune emprise sur elle. On voit quand il lui dit je vous en conjure, quand vous entendrez les cloches, il faut arrêter l'attaque et tout, elle acquiesce. Mais on voit qu'elle acquiesce d'une manière, voilà, on évite le problème, on verra bien sur le moment. Donc tout s'explique dans cet épisode. Les showrunners semblaient dire que elle n'avait pas préparé son coup, ou en tout cas elle l'a fait au moment où, en plein cœur de la bataille, elle a décidé de détruire King's Landing. Moi je pense quand même que dès le début de l'épisode, on voit que c'est assez acté dans sa tête qu'il va falloir qu'elle fasse régner la terreur avec son dragon et imposer son pouvoir par la peur. C'est exactement ce qu'elle fait et il s'ensuit un carnage incroyable qui franchement fout la gerbe. Le résultat, c'est que ça donne une scène interminable et douloureuse pour le spectateur. C'est un carnage, une folie meurtrière. Et là où je rejoins quand même un petit peu les showrunners, c'est qu'il y a un élément déclencheur qui est assez vif et on semble le voir dans les yeux de Daenerys. C'est quand elle voit le Red Keep, donc ce donjon rouge qui a été fabriqué, construit par ses ancêtres et qui est un peu le symbole de tout ce qu'on lui a pris, tout ce à quoi elle n'a pas encore le droit. Et c'est en voyant ça, j'ai l'impression que sa transformation s'achève. Et elle décide de brûler l'entièreté de la ville, les populations, ses propres soldats, des enfants, des mères. Un véritable carnage, je l'ai dit. La question de la semaine concerne encore ce bon vieux Jon. Je disais que j'avais lu un article juste avant de tourner cette vidéo et qu'ils n'arrêtaient pas de décrire chaque personnage comme étant arrivé à un point qui était un peu incroyable et qui n'était pas très logique. Alors, il y a peut-être sur un point que je les suivrais, c'est le personnage de Jon Snow. Il va falloir qu'il y ait un sacré 6e épisode centré sur Jon Snow pour qu'on trouve une logique quand même dans tout ça, parce que Jon Snow va-t-il enfin se réveiller? C'est la question de la semaine. J'ai l'impression qu'il a traversé cette saison finale, en tant que spectateur, toujours à courir un peu derrière les événements, à essayer de réagir à telle ou telle chose sans jamais être proactif, être celui qui va être le game changer, qui va prendre le pouvoir, qui va assumer son rôle. Il est toujours à la ramasse. C'est exactement ce qui se passe dans cet épisode, où il comprend que Daenerys est en train de complètement vriller, est en train de créer un massacre, et lui essaie de s'adapter, de rappeler ses hommes, mais il est complètement débordé par tout ça. Et Jon, c'est quand même le personnage emblématique de Game of Thrones depuis des saisons, surtout la saison 7, où en fait on commence à nous poser les bases d'un prince qui fut promis, d'un maître qui est héritier du trône, etc. Et il serait temps, je pense, d'assumer tout ça, et il y a intérêt à ce que ça se passe dans l'épisode 6. Avec un truc quand même fort, ce moment où il est obligé, il est contraint de tuer un de ses propres soldats qui allait violer une habitante de King's Landing. Pour moi, c'est comme un symbole où ça prédit quelque chose dans cet épisode 6, c'est qu'il y a une chance, il y a une grande chance qu'ils doivent stopper Daenerys dans ses actions à un moment précis, et qu'ils le fassent à contre-cœur, bien entendu, mais exactement comme son lieutenant qu'il a été obligé de terrasser, il va peut-être devoir faire la même chose avec Daenerys au moment où elle continuera à vriller, à faire des actes impardonnables. Peut-être que ce sera à Jon Snow de la punir et de la tuer de ses propres mains. Selon moi, le truc inattendu de cet épisode, c'est le duel, cet affrontement entre Euron Greyjoy et Jaime Lannister.
je l'avais clairement pas vu venir, et pour cause ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Jaime emprunte le passage que lui a conseillé son frère pour rejoindre Cersei et la sauver. On en parlera tout à l'heure. Et à ce moment-là, Euron débarque comme ça, sans prévenir. Toute sa flotte a été coulée et lui a regagné la rive à la nage. Et c'est à partir de là que se lance un affrontement entre les deux. Alors à la fois entre deux rivaux pour le cœur de Cersei, et puis aussi un combat pour la gloire, en tout cas pour Euron. On découvre que Euron, c'est quand même un personnage qui, tout au long de la série, s'est battu pour laisser une trace dans les livres d'histoire. Et battre Jaime Lannister, qui est déjà membre d'une grande famille, mais qui est aussi réputé comme un des meilleurs chevaliers de sa génération, c'est un acte qui est important pour Euron Greyjoy. Et le sort du combat d'ailleurs est hyper inattendu aussi. Je trouve que c'est fou quand même que Jaime Lannister, qui est censé être un combattant hors pair, bien qu'il soit amoindri et qu'il soit un petit peu le crippled, il l'appelle. Bah oui, effectivement, il lui manque une main et il se bat de sa mauvaise main. Mais Euron a une toute petite épée, enfin, il n'est pas reconnu non plus comme un combattant incroyable, c'est un stratège plutôt. Et le combat est hyper égalitaire et ça fait des dégâts des deux côtés. Le résultat, c'est que pour Jaime, c'est un obstacle bien gênant et un obstacle qui, bon, on ne sait pas exactement, mais c'est un truc qui lui coûte la vie quand même, parce qu'il s'est pris 2 coups d'épée, tu t'en relèves pas. Alors que pour Euron, c'est une sorte de consécration. Il le dit d'ailleurs avec ce regard plein de joie, plein d'allégresse, et je trouve que c'est un beau moment qui représente assez bien Euron. I'm the man who killed Jaime Lannister. C'est un combat entre deux gros égaux, et le fait est, j'ai l'impression que Euron en sort un peu plus grandi que Jaime Lannister, et ça me dérange un peu. Surtout que moi, Euron Greyjoy, je voyais un tableau déjà bien écrit où c'était Yara Greyjoy qui venait à bout de son oncle tortionnaire. Mais apparemment, Yara est dans les îles de Fer et ne reviendra pas. On le sait maintenant, après la bataille des bâtards, puis la bataille de Winterfell, Miguel Sapochnik, le réalisateur des grands moments épiques de la série Game of Thrones, est un fan de la caméra embarquée. Pour nous faire ressentir un peu plus les émotions, il nous emmène un peu à la première personne, au cœur des combats les plus sanglants et les plus tragiques. C'est exactement ce qu'il nous fait dans cet épisode, avec un moment qui lui aussi est interminable, mais c'est interminable dans le bon sens, parce que ça nous fait prendre la mesure du chaos, du carnage qui est en train de se dérouler. On suit Arya dans une position de faiblesse, d'impuissance totale, comme on la voit rarement, essayer d'errer, de survivre dans les rues de King's Landing, alors même que Daenerys est en train de tout exploser, de tout raser avec son dragon. Et ça, pour moi, c'est la scène marquante de cet épisode, puisqu'on voit des femmes en pleurs, des enfants égorgés, des hommes qui sont cramés, des bâtiments qui s'effondrent, tout est sans dessus-dessous. On ressent le tragique de cette scène et c'est particulièrement bien fait d'un point de vue de la réalisation. À la fois grandiose et tragique, la destruction de King's Landing, elle sert aussi, à mon avis, à nous donner quelques petits indices pour le dernier épisode, l'épisode final de Game of Thrones. Surtout quand on suit Arya, où on voit, bien sûr, elle est complètement ensanglantée, elle est recouverte de suie, de sueur, de je ne sais quoi. Mais on voit surtout son regard de haine à un moment bien précis, quand elle découvre les corps calcinés de cette mère et de cet enfant qu'elle a essayé d'aider à un moment et qui n'ont pas résisté, qui n'ont pas survécu à la furie de Daenerys, comme si on essayait de nous annoncer que Daenerys, maintenant, figurait au sommet de la liste d'Arya. Le coup de cœur de cet épisode, vous le connaissez forcément si vous nous suivez depuis quelques temps, parce que je n'arrête pas d'en parler, c'est une véritable obsession pour moi et je l'attendais depuis des années carrément. C'est bien évidemment ce qu'on appelle le Clegane Ball, en tout cas l'affrontement entre les deux frères Clegane, le limier et la montagne. J'attendais ça par-dessus tout, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas déçu. Première chose à dire, le limier, Sandor Clegane, est la dernière personne à pouvoir atteindre une forme de sensibilité chez le monstre Gregor Clegane. On le sait depuis des saisons, on le suit, il obéit au doigt et à l'œil de Cersei et de Qyburn. Et là, il suffit d'un geste, d'une demande, d'une provocation du limier pour que la montagne refuse un ordre de Cersei, ce qui n'était jamais arrivé, et puis surtout, d'un coup, d'un claquement de doigts, explose la tronche de Qyburn dans un truc complètement hallucinant. Alors il y en a certains qui diront oui, c'est un peu trop expéditif pour un personnage qui avait pris de l'ampleur. Moi je trouve ça vraiment surprenant, vraiment cool. Et on sait que la montagne est capable d'accès comme ça, de colère meurtrier. C'est exactement ce qui s'est passé avec Qyburn. C'est la bête qui se retourne contre ce créateur. Pour moi, c'est assez bien ficelé. Avec cerise sur le gâteau, une scène qui m'a vraiment fait marrer. Ça se passe juste après. On voit Cersei complètement ahurie,
qui part doucement sur la pointe des pieds, un peu en mode bon bah je vais pas vous déranger plus longtemps, je vais vous laisser à vos affaires, mais elle est complètement effrayée et elle veut vite se barrer de cet endroit. J'ai trouvé ça assez marrant. Tout ça laisse place en tout cas au combat, dans cet escalier qui explose de toutes parts. Ce que les showrunners ont appelé Starway to Nowhere, donc cet escalier qui mène nulle part, clairement c'est exactement le cas, puisque en haut c'est détruit, en bas c'est détruit, enfin c'est vraiment une scène d'apocalypse autour d'eux, et ce combat est d'une intensité folle comme on pouvait s'y attendre, puisque c'est deux des chevaliers les plus forts de tout le royaume de Game of Thrones. Et quand je parle de force, c'est vraiment de la force pure, on voit les deux s'affronter, c'est vraiment un déchaînement de puissance. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il est quasiment impossible de tuer la montagne. Cette version un peu monstrueuse de la montagne. Le limier, lui le transperce au moins une dizaine de fois, il ne bouge pas. Et il faut un sacrifice absolument incroyable en le plongeant du haut de cette tour, en le plongeant dans les flammes, pour que la montagne et le limier scellent un peu leur destin ensemble, ce à quoi on s'attendait. L'un ne pouvait pas survivre à l'autre. Ça a fait d'ailleurs beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, où j'ai vu beaucoup de mecs râler ou se moquer du moins, que la montagne était plus dure à vaincre que le roi de la nuit. C'est pas tout à fait faux parce que quand on voit ce qu'il faut faire pour tuer la montagne, c'est assez hallucinant. Point d'orgue de ce combat, c'est quand même ce moment où le casque de la montagne vole en éclats et on découvre enfin son visage, ce visage vraiment de monstre, comme je l'ai dit, de mec qui a été ramené à la vie par Qyburn. Forcément, tu penses à un truc, t'es obligé de penser à ça. Tu penses à la scène du retour du Jedi où on découvre pour la première fois le vrai visage de Dark Vador. On est clairement là-dedans. Même si j'ai vu d'autres personnes qui ont utilisé le terme Dark Varys, tellement la ressemblance entre Varys et le visage de la montagne un peu remasterisé, il y avait une ressemblance incroyable. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, j'étais plus dans le trip Dark Vador. Mais je vous parle de cette scène quand même l'estomac un peu noué parce que je suis obligé de dire au revoir à... Je pense que c'est mon personnage préféré de tout Game of Thrones, Sandor Clegane, le limier, que j'ai pris un plaisir fou à suivre tout au long de ces saisons. Un mec profondément humain et toute sa discussion avec Arya dans cet épisode fait figure de symbole. Il la prévient, il lui dit, tu vois, quand t'es aveuglé par une vengeance. Parce qu'au final, Sandor Clegane, le limier, lui aussi, il a une liste. Il a une liste avec qu'un seul nom, c'est la montagne. Et il a été obsédé par ça et voilà en quoi ça l'a transformé. Un mec un peu aigri, pas du tout sociable, qui a du mal à vivre en groupe, à se frotter aux autres et qui vit pour un seul objectif qui le ronge. Et donc il ne souhaite absolument pas qu'Arya ressemble à ça et qu'elle y perde la vie. Et donc il la dissuade et c'est tant mieux, sinon Arya serait morte avec lui. C'est d'ailleurs assez beau la manière dont ils se quittent puisque Arya prononce le prénom Sandor qu'elle n'avait jusqu'ici jamais prononcé. Plein de petits détails dans cet épisode dont il faut qu'on parle très brièvement, mais les choses qui vous ont peut-être échappé, la première est quand même très importante selon moi, c'est cette scène où le toit du Red Keep est entièrement ravagé. C'est exactement la salle du trône qu'on nous décrit dans la vision qu'a Daenerys dans la maison des non-mourants à Qarth. Et c'est exactement ce qu'elle voit, ce Red Keep, ce donjon en ruine, comme si voilà, elle avait eu cette prophétie et elle est en train, sans le vouloir, de la réaliser. Avec quand même cette petite interrogation à mettre en relation avec cette vision qu'elle a eue. Est-ce que c'est de la neige? Est-ce que c'est de la cendre qui tombe sur le trône dans sa vision? Si c'était de la neige, ça prendrait tout son sens, puisque Jon Snow, Snow la neige, donc quelqu'un d'autre va s'asseoir qu'elle sur ce trône. C'était de la cendre, ça résume assez bien ce qui vient de se passer quand même dans cet épisode. Autre petit détail dont je voulais parler avec vous, est-ce que je suis le seul à avoir bugué sur le regard un peu assassin que lançait Vergris à Jon Snow quand Jon Snow ordonnait à ses hommes d'arrêter le combat, de ne pas suivre les Immaculés et donc Vergris dans leur massacre? J'y vois comme une sorte de signe avant-coureur d'une possible embrouille dans le dernier épisode entre Vergris, qui est maintenant obsédé par, oui, il voulait absolument détruire et venger Missandei, et Jon Snow, qui est beaucoup plus dans la bonté, dans le personnage du chevalier blanc qu'on décrit depuis maintenant des saisons. Autre chose qui m'a interpellé, le fait que aux flammes de dragon qui étaient en train de dévaster la ville, se sont ajoutées des flammes vertes, ces fameuses flammes qu'on connaît très bien, de feu grégeois. Et c'est exactement avec le feu grégeois que le père de Daenerys avait promis d'exploser, de ravager King's Landing. Pour Daenerys qui a constamment clamé ne pas vouloir être comme son père, sans le vouloir, elle est en train de faire exactement la même chose. Et puis je voulais adresser quand même un petit big up, un petit coucou à la Golden Company. Je pense n'avoir jamais vu une armée aussi peu efficace. Ça fait longtemps qu'on nous en parlait, qu'on nous vantait ses mérites, qu'ils étaient nombreux, qu'ils avaient des éléphants, un chef charismatique, etc. Résultat des courses, ils ont tenu, je pense, dans le combat 1 minute, ravagés par le dragon.
Leur chef, Harry Strickland, a été explosé dans le dos par Vergris. C'est à la fois un peu drôle, mais c'est aussi un peu gênant et un peu... Je suis un peu déçu par ça, en fait. Surtout qu'ils sont plus importants dans les livres, ils ont plus de rôle, ils ont un chef charismatique, ils ont un vrai poids qui peut faire basculer la balance, et là, ça n'a absolument pas été le cas. Je sais faire un lapin, c'est dommage. Comment je peux faire un lion? L'amour... Comment tu fais un cœur sans déconner? J'en parlais tout à l'heure, pour moi, le ou les MVP de cet épisode sont assez évidents. Bon, on se rapproche de la fin, je vais essayer de m'appliquer. C'est une catastrophe. C'est des rochers, je précise, vous allez comprendre. Voilà, c'est deux personnes qui s'aiment et des rochers qui leur explosent la tronche. Je pense qu'il est temps, après cet épisode, de rendre hommage à la famille Lannister. Je parle souvent de Tyrion, vous savez que je l'adore. Déjà dans cet épisode, il est bouleversant. Je suis désolé, la scène où il dit adieu à son frère Jaime, j'étais au bord des larmes. Puis la boucle est bouclée. Jaime a libéré Tyrion il y a longtemps de ça pour qu'il échappe à Cersei. Et là, on inverse les rôles. C'est Tyrion qui délivre Jaime, mais pour que lui se précipite vers Cersei. Donc encore une fois, les symboles sont assez forts et tout est pensé dans Game of Thrones et je trouve ça assez beau. Et la scène où ils se disent adieu, c'est déchirant. Mais le truc le plus fort, le plus touchant, le plus humain, c'est quand même la relation entre Cersei et Jaime. Et là, encore une fois, la construction des personnages est folle. C'est la représentation même de l'amour. Alors ok, oui, ils sont frères et sœurs, mais bon, tu mets ça un peu dans un coin de ta tête et tu l'oublies. Ça reste deux personnes qui s'aiment et qui en fait sont omnibulées par cet amour. Cersei est en plus omnibulée par l'amour pour ses enfants. Et donc ça donne des personnages profondément humains qui, oui, ont fait énormément d'erreurs, qu'on a souvent dépeint d'ailleurs comme des méchants dans cette série. Et au final, quand tu regardes cet épisode, c'est pas si évident. C'est pas si évident qu'ils soient entièrement méchants, que les autres soient entièrement gentils quand tu vois ce que Daenerys est devenue. Mais ce qui soutient surtout l'idée que Jaime comme Cersei sont des personnages éminemment humains, c'est bien le revirement de Jaime Lannister. On se souvient que dans l'épisode précédent, il était limite en couple avec Brienne, qu'il avait décidé de rester à Winterfell. Et puis d'un coup, ça lui prend, ça le ronge en fait. Il voit sa sœur qui est au bord du gouffre, qui a deux doigts de mourir, qui a deux doigts de se sacrifier, leur enfant avec. Et il ne peut plus tenir, il a besoin de la retrouver. Alors il y a des gens qui avançaient l'argument qu'il avait besoin de la retrouver pour mettre fin à ses agissements, pour la tuer lui-même. Et puis d'autres qui soutenaient, comme moi je l'ai dit la semaine dernière, que en fait c'était plus fort que lui, il la retrouvait pour la voir une dernière fois, pour essayer de la sauver peut-être même. Et c'est exactement ce qui s'est passé, les deux sont liés à jamais dans la vie comme dans la mort. Puis il y a tout le côté théorie. Alors on a beaucoup parlé de théorie autour de Cersei, parce qu'on a eu droit à un extrait avec Maggie la Grenouille dans la série, on a eu le droit à des choses un peu supplémentaires dans les livres. En tout cas, dans la série, il était question du fait qu'elle ait, entre autres, que 3 enfants, que ces 3 enfants allaient trouver la mort et donc qu'elle n'aurait pas un 4e. Or, Cersei était enceinte. Et c'est exactement ce qui se passe. Avec la mort de Cersei, c'est la mort d'un potentiel 4e enfant qui s'éteint. Et puis, il y a le Valonqar, dont on a beaucoup parlé, qui n'a pas été évoqué dans la série télé, mais qui est beaucoup évoqué dans les livres, selon lequel le petit frère de Cersei, c'est lui qui, de ses mains, tuerait Cersei Lannister. Mais moi, j'aurais envie de l'interpréter un peu différemment. Est-ce qu'au final, la mort de Cersei Lannister, elle ne serait pas des mains d'un de ses frères, mais dans les mains d'un de ses frères, dans les bras de Jaime Lannister? Et c'est exactement ce qui se passe. Et je finirai là-dessus, parce que oui, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est des personnages fascinants et qui, pour moi, représentent toute la richesse de Game of Thrones. La fin de Cersei, elle peut étonner. Parce que justement, elle renonce, elle a peur, c'est ce qu'elle nous a jamais montré jusque-là. Elle dit non, pas ça, je veux pas mourir, etc. Il y a beaucoup de gens qui l'interprètent comme ouais, non, c'est pas logique, elle ferait pas ça, c'est pas un personnage comme ça. Mais si, à ce moment précis, elle est redevenue humaine, elle est redevenue touchante, et c'est ça qui est fort avec Game of Thrones. Nothing else matters. Nothing else matters. Only us. Surtout, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais l'interprétation des acteurs me paraît assez quand même jubilatoire dans cet épisode. Notamment, bon, Jaime Lannister, c'est toujours le cas. Nicolas Coster-Waldau est un super acteur. Mais Lena Headey, elle s'appelle, l'actrice qui interprète Cersei. On ressent un peu de pitié, on se met un peu dans ses bottes et on se dit putain, elle est particulièrement touchante, alors que normalement, c'est un monstre. Avec cet épisode 5, on a très clairement assisté à un des épisodes les plus sanglants de Game of Thrones, et Dieu sait qu'il y en a eu, mais là, on a eu énormément de victimes parmi les populations civiles, parmi les armées des deux camps, et surtout une hécatombe parmi nos personnages préférés et les personnages principaux de Game of Thrones.
Alors, dans cet épisode, on va faire dans l'ordre, c'est plus simple. En premier lieu, on a eu Varys. Alors Varys, lui, il n'est pas mort pendant la bataille, mais il est mort avant. Il a payé très cher sa traîtrise, comme on pouvait s'y attendre. Je pense qu'il faut rendre hommage à un fin politicien, un fin stratège et surtout quelqu'un qui a toujours conservé le royaume dans son cœur, qui a toujours voulu faire ce qui était le mieux pour le royaume et sa population, même si pour ça, il devait trahir. Et là, il a trahi, il l'a payé très cher. Et puis pendant la bataille, c'était... Bon, vous l'aurez compris, j'ai mis tous ces personnages-là, c'est des personnages qui ne sont pas concernés, donc pas en danger. On regrette quand même des absences. Yara, j'ai beaucoup regretté son absence. Gendry, pas compris pourquoi il n'était pas venu. Et puis, je suis désolé, Brienne qui ne va pas revoir Jaime Lannister, ça me paraît un petit peu bizarre dans la construction du scénario. On verra comment ça va être traité dans le dernier épisode. Tout cela était donc dans la bataille de King's Landing et beaucoup ont péri. On va par exemple parler en premier lieu de cet affrontement, l'affrontement entre le limier et la montagne, un affrontement que j'attendais depuis des années et j'ai pas été déçu, c'était incroyable. Alors là, bon, il faudrait les tuer en même temps puisque le limier commet le sacrifice ultime pour tuer son frère puisqu'il n'y arrive pas autrement. Voilà, ces deux personnages étaient emblématiques, surtout celui-là qui restera à jamais dans mon cœur. C'était un de mes personnages préférés de la série. Et ben, il me reste plus qu'à lui dire au revoir. On a eu notre bon vieux Euron aussi. Alors Euron qui a eu le droit, vraiment, je trouve, dans cette série, à son heure de gloire. Il est arrivé tard, il est arrivé avec beaucoup d'ambition, avec une grande bouche. Et puis il s'est montré très rapidement comme un redoutable chef de guerre. Un mec qui était très précieux pour Cersei. Et jusqu'à la fin, bon, il a emmerdé son monde avec ce duel au sommet contre Jaime. C'était une scène un peu étonnante. J'étais même un peu déçu que ce soit lui qui, plus ou moins, condamne Jaime. Mais le fait est que ce mec, voilà, il a mérité son heure de gloire. Et c'est ce qu'il dit en regardant le ciel et en crevant. Voilà, j'ai tué Jaime Lannister, ça y est, je suis célèbre. Eh ben, félicitations, mon gars. Et puis, bien sûr, les victimes les plus importantes, les plus touchantes, les plus déchirantes pour moi, c'est les Lannister. Alors, on va prendre chacun un personnage aussi. Je vais prendre mon Jaime d'amour, qui meurt ensemble comme un symbole. J'en ai déjà parlé dans mon MVP. Ça restera, je pense, dans les mémoires comme deux personnages fondamentaux des séries. Et j'étais bien triste de leur dire adieu de cette manière. Ce qui fait que il faut complètement redistribuer les cartes. Madame, voilà la nouvelle, pour l'instant, la nouvelle personne qui va s'asseoir sur le trône de fer au début de cet épisode 6. Même si elle n'est pas tout à fait légitime, puisqu'on a monsieur ici. Avec quand même Arya, et ici, Vergris, qui est vraiment le fidèle lieutenant de Daenerys. Voilà deux personnes, à mon avis, qui sont les plus susceptibles de tuer Daenerys dans le dernier épisode. Avec quand même, je mets Tyrion ici, Tyrion fidèle des fidèles pour Daenerys, mais je pense qu'il en a marre, il a misé sur le mauvais cheval et peut-être qu'il, voilà, la mort de son frère et de sa sœur, il pourrait très bien changer d'avis. Davos, qui est un conseiller qui n'est pas très utile, mais qui est toujours sympa, on aime bien le voir et tout. Forcément, on se pose la question, l'épisode final, qu'est-ce que ça va donner ? C'est une grande question. Je ne vois pas Vergris survivre, ça me paraîtrait beaucoup trop compliqué. Daenerys, malgré tout ce qu'on dit, je pense qu'elle est condamnée, là c'est plus possible. Et après mes questions vont vraiment, est-ce qu'on va revoir tous ces personnages ? Bronn qui va venir chercher son château auprès de Tyrion, il veut être un lord de Highgarden. Est-ce qu'on va voir ce bon vieux Sam ? Est-ce que la théorie va se réaliser de Sam qui est en train d'écrire en direct toute l'histoire de Game of Thrones? J'adorerais voir ça. Puis certains personnages auxquels on s'attache, je pense notamment à Sansa. Je suis bien content qu'elle ait survécu jusque-là et j'aimerais bien qu'elle ait un rôle un peu... Alors Lady of Winterfell, c'est sûr, mais est-ce qu'elle peut prétendre à quelque chose de plus grand ? C'est la vraie question. Il y a énormément de questions en suspens dans cet épisode 6 et c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est réussi, parce qu'on ne sait toujours pas comment va finir Game of Thrones alors qu'il ne reste qu'un seul épisode. C'est parti pour la dernière session, à ma plus grande tristesse, c'est la dernière session des théories Game of Thrones puisqu'il ne nous reste qu'un seul épisode. Je suis un peu triste à vrai dire, mais ce qui est ouf avec cet épisode, et j'en parlerai dans le verdict, mais c'est que, ok, le sort de beaucoup de personnages a été réglé, mais au final il reste énormément de questions en suspens, donc beaucoup de théories et beaucoup de possibilités. Qui va tuer Daenerys ? Jon, Arya, Tyrion. 3 possibilités qui sont pas bêtes en soi.
Mais surtout, ça fait énormément de théories qui gravitent autour de tout ça. Alors, si on prend Jon, ça fait combien de temps qu'on parle du fait que Jon va être contraint? Alors, au début, on disait que c'était pour le Azor Ahai. C'était dans le cadre de la théorie du Azor Ahai que Jon allait devoir tuer Daenerys. Maintenant, on est totalement dans un autre délire, mais il y a quand même une grande possibilité, et j'ai l'impression qu'on nous annonce beaucoup ça dans cet épisode aussi, que c'est Jon qui va devoir se charger du problème Daenerys et du problème Mad Queen, et qu'il va falloir, à contre-cœur, lui planter peut-être son épée dans le cœur. C'est en tout cas une vraie possibilité, et si on rajoute à ça, j'en ai parlé en bref en gros, il y a quand même eu un coup d'œil qui m'a pas mal intrigué entre Jon Snow et Vergris, et je verrais bien un affrontement déjà entre ces deux personnages. Vergris, il a complètement vrillé. Depuis la mort de Missandei, il est lui aussi, il s'est un peu transformé en machine à tuer. Et je crois que ça va poser quand même pas mal de problèmes. Il va défendre à la vie, à la mort Daenerys. Et si quelqu'un veut tuer Daenerys, il faudra se frotter à Vergris. Pour ce qui est d'Arya, on en a déjà parlé aussi. Arya, j'ai l'impression qu'elle a un regard rempli de haine à la fin de tout ce qu'elle a traversé dans les décombres de King's Landing, de toute la souffrance, la mort qu'elle a vue, les gens calcinés. J'ai l'impression qu'on la quitte à la fin de la série et qu'elle s'est dit, voilà, au sommet de ma liste, maintenant, c'est plus Cersei puisqu'elle a disparu, mais c'est bel et bien Daenerys puisqu'elle a complètement, elle est devenue complètement folle et c'est un véritable danger pour l'humanité et pour les gens que j'aime. Donc oui, c'est possible, et en ça, beaucoup de stratégies. Les gens rêveraient qu'elle réutilise ces techniques qu'elle a appris auprès des Sans-Visages. Par exemple, prendre le visage de Vergris, je l'ai vu beaucoup sur Twitter. C'est une possibilité. Tout ça me paraît extrêmement compliqué et extrêmement ouvert, encore une fois. Même Tyrion, qui pourrait regretter d'avoir eu une sorte de confiance aveugle en Daenerys, il serait peut-être obligé de lui aussi passer à l'acte et de tuer la reine qu'il a longtemps défendue pour protéger le sort des derniers survivants de King's Landing et puis de la population en général. Dernière chose qui plaide pour Arya, cette phrase de Mélisandre dont on a déjà beaucoup parlé dans l'épisode 3, où elle lui parle des yeux marrons, des yeux bleus et des yeux verts. On disait, est-ce que les yeux verts, ça peut être Cersei, mais ça peut être aussi Daenerys, et à ce moment-là, ce serait beaucoup plus intéressant. Et cette forme de prophétie de Mélisandre pourrait se révéler à travers Arya qui tue Daenerys. Deuxième théorie, que penser des bagues laissées par Varys? Est-ce qu'elles ont une signification? Pareil pour son message où il explique l'identité de Jon Snow. C'est vrai que c'est une scène qui m'a un peu intrigué. Alors, j'ai du mal à y voir une signification, mais on voit une sorte de rituel. Donc déjà, il brûle un message qui, je pense, il ne voulait pas qu'on le découvre. On le voit au début, l'épisode s'ouvre par ça, où il écrit un message, où il semble expliquer à quelqu'un toute la vérité que Ned Stark a caché l'identité de Jon, etc. Malgré sa mort, son truc n'était pas achevé, qu'il avait encore un tout petit rôle à jouer. Alors est-ce que cet enfant qui lui sert de messager, comme souvent avec le maître des chuchoteurs, a pu rendre le message à une personne importante ou à une majorité de gens? En fait, si la vérité éclate largement, ça redistribue quand même pas mal les cartes, parce que là, il n'y a que quelques personnes qui sont au courant. Si l'entièreté de Westeros est au courant de l'héritier légitime du trône, ça peut plus facilement amener un soulèvement, même si là, je ne sais pas si vous avez vu les images du dernier épisode de Game of Thrones, on a l'impression d'être vraiment dans un régime ultra dictatorial. Un peu, je continue le parallèle avec Star Wars, un peu vraiment l'Empire où tout est rangé. Daenerys devient vraiment un dirigeant autoritaire. Et je crois qu'il faudrait un soulèvement populaire, ou en tout cas l'action de quelques-uns, pour qu'on arrive à la renverser. Et peut-être que Varys n'en a pas tout à fait fini. Pour les bagues, c'est vraiment obscur, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je pense qu'il voulait juste conserver sa bijouterie et pas qu'elle finisse cramée. Et puis la dernière, ça c'est officiellement la dernière, mon cœur est meurtri. Ah oui, je l'ai lu. C'est, vous savez, tout le monde s'exprime sur Game of Thrones, c'est normal. Ça obsède les gens, même des grands créateurs et des grands romanciers comme Stephen King ont donné leur avis sur le dénouement de Game of Thrones. Et lui, sa théorie, c'est que à la fois Jon et Daenerys meurent à la fin de la série, et lui, son prétendant au trône le plus sérieux, c'est Tyrion Lannister. Je trouverais ça assez émouvant qu'un personnage comme Tyrion, qu'on a traité de monstrueux, qu'on a toujours essayé de tuer, qui n'a jamais été un combattant admirable, mais qui a toujours eu des visions assez humanistes sur chacun des personnages, puisse prétendre au trône. Malheureusement, j'ai l'impression que la voie est quand même assez bien tracée pour Jon. Il n'en veut pas du trône, ok, peut-être, mais il a eu un rôle qui était quand même un peu naze, il faut le dire, dans cette dernière saison. Pour l'instant, il n'a pas encore pesé dans la balance, et j'ai l'impression que ce dernier épisode lui sera vraiment consacré, comme si c'était enfin son moment de gloire,
et que malgré le fait qu'ils ne veuillent pas aller sur le trône, ils deviennent ce dirigeant un peu juste, un peu noble, un peu bon pour le royaume de Westeros. Après, je peux complètement me tromper, et oui, effectivement, il peut y passer. Mais vous savez, là, c'est un jeu quand même de pronostic qui est assez compliqué avec Game of Thrones. Alors, pour le verdict de cette semaine, j'ai décidé de complètement... salut toi! De complètement me laisser aller. J'ai fait du Daenerys dans le texte, c'est que je vais me lâcher, et je vais pas souffler une seule bougie. Je vais mettre 5 sur 5, pas parce que c'est parfait, il y a encore des défauts dans l'écriture de certaines punchlines, dans la manière dont certaines... Tu veux vraiment te faire virer, toi, hein? 2 sur 5, c'est mieux que d'habitude, tu me diras. Mais dans la manière dont c'est écrit, oui, il y a encore quelques lacunes. Oui, t'as raison. Dans la manière dont c'est écrit, il y a encore quelques lacunes. Dans les effets spéciaux, ce qui est assez étonnant pour une série qui arrête pas de nous répéter qu'ils sont balèzes, qu'ils sont même les meilleurs dans ce qu'ils font. Je trouve que c'était un peu limite dans King's Landing. Parfois, on aurait dit vraiment une maquette, c'était un peu grossier. Mais si on oublie tout ça, l'épisode est quand même grandiose, tragique. C'est le symbole même du truc spectaculaire et à la fois rempli d'émotions et qui est fidèle à des personnages qu'on suit depuis des années. Il y a un truc qu'on peut reconnaître quand même à Benioff et Weiss, c'est qu'ils ont mûri leur plan. Ils ont fabriqué quelque chose de particulièrement solide qui s'articule à merveille. Et je fais le parallèle souvent, et pour moi ça saute aux yeux avec par exemple Avengers Endgame. Ils ont dû clôturer 21 films en essayant de trouver une fin à plein de personnages et que ce soit logique. Et ben c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire, même s'il y a certaines lacunes, c'est quand même particulièrement bien fait. Et cet épisode, c'est le témoin de ça. Et rien que pour ça, ça mérite amplement un 5 sur 5, avec cerise sur le gâteau, le fait que rien ne soit véritablement tracé pour cet épisode final. Il y a encore tellement de questions, tellement de théories possibles, tellement de possibilités. On est fan et on attend avec impatience le dénouement d'une des plus grandes séries de l'histoire. Voilà, on se quitte sur cet emballement incroyable où je suis en train de dire que oui, Game of Thrones est une des meilleures séries de l'histoire, mais je suppose que vous serez quand même globalement d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez tout à fait aussi le dire en commentaire. Tant mieux qu'on ne partage pas les mêmes avis. Si vous avez d'autres analyses sur cet épisode et puis que vous voyez un autre dénouement que moi dans l'épisode 6 qu'on attend avec impatience, qui va être à mon avis dans un autre style un peu différent. Bien sûr, il va falloir tout conclure, mais il y aura à mon avis une toute autre forme de tension. Puis apporter un point final, c'est toujours hyper triste, j'attends ça avec impatience. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine, on va pas dormir d'ici là, clairement on va se le dire. On va essayer de réfléchir dans nos têtes à tout ce qui pourrait bien se passer. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous de l'amour. On se retrouve la semaine prochaine, ciao!